Ma santé, ma priorité. Grande salutation à tous et bienvenue. Encore une fois, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer avec le sujet de la vidéo précédente. N'oubliez pas de la regarder si c'est pas encore fait en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo et abonnez-vous pour plus de contenu. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec les infos sur les os du corps humain. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater les informations si utiles. Le cou et le tronc. La colonne vertébrale est une longue tige ostéofibreuse, pleine en avant, creusée d'un canal en arrière, située sur la ligne médiane à la partie postérieure du tronc. Elle est composée des vertèbres, séparées par des disques fibrocartilagineux. Dans le plan frontal, elle est droite alors que l'on décrit volontiers des courbures dans le plan sagittal. On distingue cette vertèbre cervicale qui forme une convexité antérieure, lordose. 12 vertèbres dorsales qui forment une concavité antérieure, syphose. 5 vertèbres lombaires qui forment une convexité antérieure, lordose. 5 vertèbres sacrées soudées en une pièce, le sacrum, formant une concavité antérieure, syphose. 4 ou 5 vertèbres coccygiennes soudées pour former le coccyx, relique évolutive de l'appendice caudal. Caractères généraux des vertèbres. Chaque vertèbre présente un corps cylindroïde antérieur, un foramen vertébral entre le corps en avant et le processus épineux en arrière. L'ensemble des foramens forme le canal rachidien, qui laisse passage à la moelle épinière. 2 processus transverses dirigés en dehors et en arrière. Ils sont situés une de chaque côté, à l'union de la lame et du pédicule, isthme vertébral. Un processus épineux, dirigé en arrière, qui naît de la fusion, sur la ligne médiane, des lames vertébrales. 4 surfaces articulaires. Une supérieure, qui regarde vers le haut et l'arrière, et une inférieure, qui regarde vers le bas et l'avant, de part et d'autre du foramen vertébral. On notera qu'à l'étage lombaire, les processus articulaires sont sagittalisés, de telle sorte qu'à l'étage supérieur ils regarderont aussi vers le dedans et en bas vers le dehors, elles permettent l'articulation des vertèbres entre elles. 2 lames situées entre les processus transverses et le processus épineux. 2 pédicules qui unissent les processus transverses et articulaires au corps. Les bords supérieurs et inférieurs des pédicules sont échancrés, de sorte que la superposition des pédicules de 2 vertèbres voisines forme les trous de conjugaison. 2 vertèbres particulières, l'atlas et l'axis. Atlas ou première cervicale. L'atlas est composé de 2 masses latérales, cylindroïdes, réunies par un arc antérieur et un arc postérieur. Les masses latérales s'articulent en haut avec l'occipital et en bas avec l'axis. Un trou vertébral comprenant 2 portions. La portion antérieure, quadrangulaire qui loge la dent de l'axis. La portion postérieure, elliptique, à grand axe transversal. Axis ou deuxième cervicale. L'axis présente sur la face supérieure du corps une saillie verticale, la dent ou apophyse odontoïde, reliée au corps par le col. Sa face antérieure présente une facette articulaire qui répond à l'arc antérieur de l'atlas. Remarque, pour chaque région, les vertèbres présentent des caractéristiques spécifiques de cette région. Sacrum. Le sacrum est situé sous la colonne lombaire, au-dessus du coccyx et entre les 2 os iliaques. Il a la forme d'une pyramide quadrangulaire, dont la face antérieure est concave en avant. Cette face présente 4 saillies transversales, anciennes soudures vertébrales, terminées de chaque côté par les trous sacrés antérieurs. La face postérieure est très complexe. Elle présente, sur la ligne médiane, la crête sacrée, irrégulière, terminée en bas par l'orifice inférieur du canal sacré. De chaque côté se trouvent des gouttières, tubercules et trous sacrés postérieurs qui sont des reliquats des anciennes structures des vertèbres sacrées. Les faces latérales présentent, en haut, une surface articulaire pour l'articulation avec l'os iliaque. La base est dirigée en haut et en avant et est semblable à la face supérieure d'une vertèbre. Coccyx. Le coccyx résulte de la soudure de 4 à 6 vertèbres atrophiées, les vertèbres coccygiennes. Le thorax. Le thorax est le bassin, vue antérieure. Le thorax est une grande cavité ostéo-cartilagineuse abritant le cœur et les poumons. Il est composé de 12 vertèbres dorsales, de 12 paires de côtes, des cartilages costaux et du sternum. Sternum. Le sternum est un os plat, à la partie antérieure du thorax, dirigé en bas et en avant. Il comprend 3 segments de haut en bas. Le manubrium, ou poignet. Le corps, dont les bords sont échancrés pour recevoir les cartilages costaux. Le processus xiphoïde. Le manubrium et le corps forment un angle saillant en avant, l'angle de Louis, qui repère la deuxième articulation sternocostale. Côtes et cartilages costaux. Les côtes se répartissent en 12 paires numérotées de haut en bas. Cette vraie, articulées chacune au sternum par l'intermédiaire d'un cartilage différent.
3 fosses, les 8e, 9e et 10e côtes, qui s'articulent au sternum par un cartilage commun. 2 paires de côtes flottantes, dont le cartilage présente une extrémité antérieure libre. À partir des corps vertébraux, les côtes se dirigent en bas et en dehors. Elles se coudent ensuite, angle postérieur, pour se diriger en bas et en avant. Enfin, l'angle antérieur porte leur direction en bas et en dedans. Chaque côte présente un corps et 2 extrémités. Le corps présente des faces externes et internes. Il est parcouru à son bord inférieur par la gouttière costale. L'extrémité postérieure s'articule avec les 2 vertèbres correspondantes au niveau de leur disque intervertébral. L'extrémité antérieure se continue par le cartilage costal. Première côte. Son corps présente des faces supérieures et inférieures. La face supérieure est parcourue à sa partie moyenne par 2 gouttières transversales, séparées par le tubercule de l'ifran, où s'insère le muscle scalène antérieur. Squelette du membre supérieur. Le membre supérieur comprend 4 segments qui sont, de haut en bas, l'épaule, le bras, l'avant-bras, la main. Épaule. L'épaule, encore appelée ceinture scapulaire, est formée par la scapula, nom scientifique de l'omoplate, l'humérus qui s'articule avec la cavité glénoïdale de la scapula, la clavicule qui est reliée en avant au sternum et à l'acromion de la scapula en arrière. Clavicule. La clavicule est un os allongé, pair, situé entre le manubrium sternal, en dedans, et la scapula, en dehors, dirigé obliquement en arrière et en dehors. Il forme un S allongé dont la courbure interne est concave en arrière et la courbure externe, concave en avant. La clavicule présente un corps et 2 extrémités. Scapula. La scapula, ou omoplate, est un os plat, triangulaire, appliqué à la face postérieure du thorax, de la 2e à la 7e ou 8e côte. La face postérieure montre à l'union de son quart supérieur et de ses 3 quarts inférieurs, une forte lame, l'épine de la scapula. Se détachant presque à angle droit, l'épine se porte en haut, en arrière et en dehors pour se prolonger en dehors par une forte apophyse, l'acromion qui porte une surface articulaire sur laquelle repose l'extrémité externe de la clavicule. L'angle supéro-externe de l'omoplate présente la cavité glénoïdale de la scapula, destinée à s'articuler avec la tête humérale. Bras, humérus. L'humérus est un os long situé entre la scapula, omoplate, en haut, le radius et l'ulna, cubitus, en bas. Il présente un corps et 2 extrémités. L'extrémité supérieure est formée de 3 saillies. La tête humérale, qui a la forme d'un tiers de sphère et s'articule avec la cavité glénoïde de la scapula. Elle est dirigée en haut, en dedans et en arrière et supportée par une portion plus ou moins rétrécie, le col anatomique. En dehors du col anatomique se trouvent 2 saillies. L'une, petite et antérieure, est le trochin, l'autre, plus grosse et externe, est le trochitaire. Entre le trochitaire et le trochin se trouve la coulisse bicipitale. L'extrémité inférieure est large transversalement. Elle présente une surface articulaire et 2 masses latérales. La surface articulaire est divisée en 2 portions. L'externe, hémisphérique, est le condyle, qui s'articule avec le radius. L'interne, la trochlée, est en forme de poulie. Elle présente un versant externe, séparé du versant interne plus profond, par une gorge. La trochlée s'articule avec le cubitus. Au-dessus et en dehors du condyle se trouve l'épicondyle. Au-dessus et en dedans de la trochlée, se trouve l'épitrochlée. À la face antérieure, au-dessus de la surface articulaire, se trouve la fossette coronoïdienne. À la face postérieure, au-dessus de la trochlée, se trouve la profonde fossette olécrânienne. Avant-bras. Le squelette de l'avant-bras est constitué du radius en dehors et de l'ulna en dedans, articulés à leurs extrémités, poignets en distal et coudes en proximal, et séparés à la partie moyenne par l'espace interosseux. Ulna, cubitus. L'ulna, ou cubitus, est un os long, situé entre l'humérus et le carpe, en dedans du radius. Elle présente un corps et 2 extrémités. Le corps s'amincit vers le bas. L'extrémité supérieure, en vue latérale, montre une large échancrure ouverte en avant, la grande cavité sigmoïde. Celle-ci s'articule avec la trochlée humérale. Elle est délimitée par 2 apophyses, l'une verticale, l'olécrâne et l'autre horizontale, l'apophyse coronoïde. L'extrémité inférieure montre en bas en dedans un prolongement vertical, l'apophyse styloïde. L'olécrâne constitue la majeure partie de l'articulation du coude. Radius. Le radius est un os long situé entre l'humérus et le carpe, en dehors du cubitus. Il présente un corps et 2 extrémités. Le corps est plus volumineux en bas qu'en haut. L'extrémité supérieure comprend la tête, le col et la tubérosité bicipitale. La tête, grossièrement cylindrique, forme en haut une cupule, qui s'articule avec le condyle huméral. Le col forme avec le corps un angle obtus ouvert en dehors. La tubérosité bicipitale se trouve au sommet de l'angle. L'extrémité inférieure est une pyramide quadrangulaire, montrant un prolongement, l'apophyse styloïde radiale.
Il se termine à la base du pouce et sert de base à la majeure partie de l'articulation avec la main. La main est constituée de 27 os, répartis en 3 groupes, le carpe, le métacarpe, les phalanges. Carpe. Le carpe est composé de 8 osselets irrégulièrement cubiques, disposés en 2 rangées transversales. La rangée supérieure présente de dehors en dedans, le scaphoïde qui possède à sa face antérieure un tubercule, le lunatum, le trichétrum et le pisiforme, disposés au devant du pyramidal. La rangée inférieure est composée, de dehors en dedans, par le trapèze, doté lui aussi d'un tubercule à sa face antérieure, le trapézoïde, le capitatum et l'amatum, doté d'un crochet antérieur, l'apophyse onciforme. Le carpe, dans son ensemble, forme une profonde gouttière ouverte en avant et limitée en dehors par le scaphoïde et le trapèze, en dedans par le pisiforme et l'apophyse onciforme de l'os crochu. Métacarpe. Le métacarpe forme le squelette de la paume de la main. Il comprend 5 petits os longs numérotés de dehors en dedans, les métacarpiens. Phalanges. Les phalanges forment le squelette des doigts. Chaque doigt possède 3 phalanges, sauf le pouce qui n'en a que 2. Ce sont, de proximale à distale, les phalanges, les phalangines et les phalangettes. On s'arrête là pour cette vidéo. Dans la prochaine, nous aurons à parler des os du squelette du membre inférieur. Restez connectés à cette chaîne pour les prochaines publications. Merci. Ma santé, ma priorité.